Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu? Très bien, toi, Louis? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te voir ici. D'enregistrer dans la même pièce. Que tu me vois ici. On est quand même chez toi, là. Et oui, on est à Paris aujourd'hui. C'est agréable d'enregistrer dans la même pièce un épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Edge Computing, Luc. On réalise pas comment ce concept-là de Edge, on l'utilise à tous les jours. Je pense que ça va être bien aujourd'hui d'un peu le définir premièrement, mais de aussi comprendre les avantages du Edge Computing. Est-ce que tu connais un peu le Edge Computing? C'est exactement ce que j'allais te demander. Moi, c'est un concept que je connais un petit peu, mais pas énormément. Et donc, j'aimerais bien ça que tu me présentes un petit peu l'historique, ce que c'est le Edge Computing, comment est-ce qu'on définit cette notion. Ben écoute, Louis, comme je l'indiquais, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. Donc, en fait, le Edge Computing, c'est pouvoir traiter la donnée, en fait, mais le plus près possible de l'utilisateur. Donc, ce que ça permet, entre autres, ça permet aussi de pouvoir prendre des décisions rapides sans nécessairement avoir à rapatrier les données sur le cloud, de le traiter et revenir. Donc, ça permet de pouvoir rapidement, sur les lieux, prendre une décision ou avoir de l'IA qui prend la décision pour toi. Donc, c'est de permettre de déplacer le traitement le plus près possible de la source. Donc, en gros, c'est l'idée derrière le edge computing. Ok, c'est super intéressant. Donc, ça t'évite tous les trip réseau, tous les voyages de données et tu vas directement traiter les choses là où tu as tes données sans avoir justement ces allers-retours vers le cloud ou n'importe quel autre système d'ailleurs. Je pense que un des avantages du edge, c'est justement de ne pas être directement dépendant du cloud. La latence aussi, qui peut être très importante. Donc, on peut s'imaginer, c'est peut-être difficile de le voir, mais il y a des régions dans le monde qui est pas couvert par l'Internet. Que ça soit des mines qui sont au nord du Canada, des mines un peu partout. La connectivité réseau est pas garantie. On peut en avoir, mais il n'y a aucune garantie. Donc, cette dépendance-là à l'Internet, à la connectivité réseau, ben, c'est un frein pour beaucoup de traitements qui doivent se faire dans des mines ou dans d'autres régions comme ça. Donc, d'où l'idée du edge computing. Écoute, moi ça me paraît plutôt clair, en tout cas sur une première introduction de ce que c'est le edge computing et à quoi ça peut servir. Maintenant, je pense que ça pourrait être bien qu'on commence à discuter un petit peu de comment est-ce que c'est utilisé. C'est quoi les cas d'usage, où est-ce que tu as rencontré ça, où est-ce que tu as vu ça, implémenté ça. En fait, je pense que tout le monde ici qui a un téléphone intelligent utilise le Edge. Je pense qu'un cas qui est facile à comprendre et qu'on utilise constamment, c'est la reconnaissance faciale de notre téléphone. Il faut imaginer que ce traitement-là euh, ne se fait pas dans un cloud, ça se fait directement sur ton appareil pour une question de rapidité, une question de temps-réponse et tout ça. Donc, c'est vraiment un premier cas concret de l'utilisation du Edge. Donc, tu as un téléphone, tes enfants vont avoir bientôt un téléphone. Encore un petit peu de temps, mais oui. C'est un cas qui est facile à comprendre. On parle d'objets connectés. Aujourd'hui, on peut en retrouver partout. Dans nos maisons, on peut facilement avoir 10, 15, 20 appareils connectés. Donc, je sais pas ici, mais chez nous, on a des frigos qui peuvent passer les commandes au supermarché. Et ces objets-là se multiplient à une vitesse incroyable. Donc, c'est des exemples d'appareils qui utilisent le Edge. Donc, je sais pas si tu veux peut-être aller sur d'autres exemples que tu as en tête à la maison, au travail, qu'on utilise à tous les jours, mais qu'on s'en rend pas compte.
J'imagine, il y a un cas d'usage, ça va être les voitures qui se conduisent toutes seules, non? Il y a pas très longtemps, là, moi j'étais à côté de Roland-Garros et il y a une navette, enfin des navettes en fait, qui font les navettes depuis le parking jusque sur le site du stade de Roland-Garros. Et en fait, c'est des navettes autonomes. Je la suivais l'autre jour justement en voiture et il n'y a pas de conducteur. Donc j'imagine que ça, c'est un des cas d'usage. Là, s'il n'y a pas de réseau, il faut pas que la voiture se trompe de direction ou aille dans un autre véhicule. Et comment tu te sentais de voir une voiture qui se promenait comme ça? Et toi, tu étais là, la tienne derrière, et comment tu vivais ça? C'est vrai que c'est un peu impressionnant la première fois. J'ai vu effectivement qu'il n'y avait pas de conducteur dedans et je me suis dit, c'est vrai que c'est la première fois que je vois une voiture ou un véhicule. En l'occurrence, c'était une petite navette, mais oui, qui n'a pas de conducteur et donc qui se conduit toute seule. Moi, ma première réflexion, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même impressionnant. La deuxième, c'est bah ouais, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup d'humains autour qui conduisent et donc c'est quoi la prise de décision? Qu'est-ce que c'est la rapidité d'exécution s'il y a un véhicule qui fait pas ce qu'il est censé faire? Voilà, ce genre d'interrogation. Justement, c'est là qu'on voit le gros avantage du Edge, c'est que justement la prise de décision de ce véhicule-là autonome se fait à la source, donc le plus près possible de l'appareil. Tu peux t'imaginer que la voiture autonome avance et qu'il y a un piéton qui traverse. Ben, tu veux pas avoir à envoyer cette information-là dans un environnement cloud, qu'elle soit traitée avec une réponse disant arrêt d'urgence et que ça revienne et qu'il est trop tard, tu vois. Donc c'est justement un cas qui démontre l'efficacité ou l'avantage du Edge. Le traitement, prise de décision rapide. Donc ça, c'est un cas typique et qu'on va voir de plus en plus. Je pense qu'il y a des voitures autonomes ou plein de trucs qui vont se faire par eux-mêmes. On va en voir de plus en plus. Et en même temps, je me pose la question, mais ça veut dire qu'il y a un système de disaster recovery sur ces edge computing? Comment ça se passe si le premier module de calcul tombe en panne, il y en a un deuxième, puis un troisième? J'imagine que ça a sûrement été réfléchi, oui. J'imagine que ça a été réfléchi. J'ai pas la réponse, mais j'espère qu'ils ont réfléchi à cette éventualité-là. Mais tu peux voir aussi que on parlait il y a quelque temps dans un épisode de l'IA, donc avec Kassem, qui est venu discuter avec nous sur l'usage de l'IA et l'usage futur de l'IA. Tout ce qu'on parle là, justement, de traitement qui est fait à la source ou près de la source, je dirais, ben, tout ça, c'est l'IA. Hein. Donc, c'est l'IA qui traite l'information. Tu prends la voiture autonome qui a des caméras partout. Donc, l'IA va analyser le contenu, donc les vidéos. Donc, l'IA est embarquée sur ces appareils-là. Donc, en fait, le Edge, c'est un appareil, mais ce qui roule à l'intérieur, c'est de l'IA. On voit l'importance de l'IA aujourd'hui. Donc, on parlait des voitures autonomes, mais il y a tellement plein d'autres cas d'usage. Bon, à la maison, je pense que rapidement, on est capable de voir les appareils connectés, là. C'est aussi beaucoup utilisé de plus en plus dans l'industrie, ce qu'on appelle chez nous Industrie 4.0. L'automatisation fait partie maintenant des entreprises, des chaînes de montage, beaucoup. Et justement, le edge computing avec l'IA fait partie de ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc, on voit de plus en plus des cas comme ça. Donc, des chaînes de montage qui sont surveillées et qui veulent prévoir justement des maintenances pour éviter des bris. On est dans un monde qu'on recherche l'efficacité partout, partout, partout. Donc, on veut être en mesure de prévoir des bris et tout ça. Donc, la maintenance préventive en utilisant le Edge et l'IA, ben, c'est justement permet de pouvoir prévoir les maintenances, éviter les bris, éviter les arrêts de service. Donc, tout ça, c'est devenu hyper important. Encore une fois, on est dans un monde qui est très, très actif, on est très productif, on veut être le plus efficace possible. Donc, ça fait partie de cette stratégie-là. Pour nos auditeurs non québécois, bris, ça pourrait être une panne ou une casse. Merci de traduire, Louis, c'est gentil, c'est gentil. Euh, sinon, si on essaie de réfléchir d'autres cas d'usage, la sécurité fait partie de ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, on veut aussi avoir des industries qui sont très sécuritaires, on veut avoir des environnements qui sont le plus sécuritaires possible. On parlait de voitures autonomes, bien sûr, mais on voit de plus en plus, encore une fois dans l'industrie, on voit de plus en plus d'équipements Edge, de IA qui va simplement scanner les lieux et avertir si, par exemple, une boîte qui est placée d'une manière
dangereuses, qu'on peut euh, euh, on peut s'enfarger, tomber. Donc ils vont analyser les lieux pour un point de vue de sécurité, bien sûr. Un employé qui a oublié de mettre son casque. Tu vois, plein de trucs que l'IA et le Edge vont être en mesure de pouvoir détecter et pouvoir avertir s'il y a des situations qui sont peut-être un peu dangereuses. Donc ces cas-là, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. C'est très important. Et je trouve intéressant l'évolution qu'il peut y avoir sur la sécurité, sur tout ce qui tourne autour de ça. J'imagine que la santé, c'est aussi un domaine où il va y avoir de plus en plus de cas comme ça. Je voyais l'autre jour là les robots qui commencent à opérer de manière quasi autonome, j'imagine de l'imagerie, ce genre de choses. Est-ce que c'est des cas où tu as des exemples d'utilisation? Mais tu te rappelles de notre émission avec Kassem, l'IA qui fait partie aujourd'hui part entière de tout ce qui est santé, de tout ce qui est détection de maladies et tout ça. Et bien entendu, tu parlais du robot qui opère, oui, c'est des équipements Edge, en fait. C'est des équipements qui sont capables d'opérer, qui sont capables de faire des manipulations. Et encore une fois, ben, tu veux que ces équipements-là puissent prendre des décisions très rapidement avec l'analyse de l'information en temps réel. Donc, la santé, bien sûr, bénéficie énormément de ces équipements-là, Edge et de l'IA. Encore une fois, je pense que ça permet justement de pouvoir avoir des opérations qui sont très précises, qui sont très efficaces et qui, en bout de ligne, j'ose espérer que ça réduit les risques qu'il peut y avoir. Là, tu sais. Donc, je pense que tout ça, c'est des améliorations, c'est des concepts, c'est des technologies qui nous aident dans plusieurs sphères de notre vie. Et là, j'imagine, peut-être que tu t'es posé la question, mais comment se déploie comment on déploie des équipements Edge? Donc, à quoi ça ressemble? On va parler ici un petit peu de, de, de vendeurs cloud parce que souvent, les principaux vendeurs cloud offrent des équipements Edge. Donc, on peut imaginer que Azure euh, offre des équipements Edge pour être en mesure de pouvoir bien communiquer avec le cloud Azure, puis l'équipement. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que on veut détacher le traitement, donc avoir le traitement près de la source, mais on veut avoir quand même une facilité de communication avec le provider cloud, tu vois. Donc, ça reste une extension, tu vois. On a le cloud, mais on extensionne pour pouvoir aller près de la source. Donc, chaque vendeur cloud, que ce soit Azure, AWS, Oracle, offre leur propre équipement. Donc, c'est une petite boîte qui permet de pouvoir y déployer en container de traitement qui va être exécuté près de la source. Donc, tu vois, on utilise la force du cloud, on utilise les technologies récentes qui permettent de dockeriser. C'est un terme que vous utilisez ici, dockeriser? Pour le coup, je dirais que on dit conteneurisé et on est peut-être plus respectueux de la langue française pour une fois. Pour une fois, bravo, bravo. Donc, qui nous permet de containeriser, tu vois, dockeriser les traitements, l'IA qui sont ensuite déployés sur ces boîtes-là. Du coup, c'est du matériel qui est fourni par chaque fournisseur cloud. Mais c'est quoi? C'est une sorte de boîte noire où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et que tu peux installer sur ton équipement pour faire toutes sortes de traitements directement à la source. Exact. C'est en fait un équipement, une boîte fournie par ces vendeurs-là qui te permet de pouvoir déployer des images de containers. En fait, c'est une boîte, mais que tu as le plein contrôle. Donc en fait, ça roule Linux et ça te permet de déployer le nécessaire. Donc oui, les fournisseurs cloud ont leur propre matériel, mais rien t'empêche de t'acheter une petite boîte Edge à la maison et de pouvoir y déployer le nécessaire tant que la connectivité, parce qu'il faut comprendre que cette petite boîte-là, Edge fonctionne par elle-même, mais le traitement peut être aussi envoyé sur un environnement cloud. Donc, cette connectivité est importante. Comme on l'indiquait, il y a des endroits dans le monde où ce que la connectivité dans les mines n'est pas présente. Par contre, lorsque cette petite boîte-là est rapatriée à un endroit où ce que cette connectivité-là, ben, tout peut être transféré. Donc, c'est un peu le principe du Edge. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est que, comme exemple, on a un de nos clients qui est dans le domaine des mines et justement,
le traitement se fait près de la machinerie, tu vois. Sauf que lorsque c'est ramené à leur bureau, ben, l'information qui est appelée à être transférée pour pouvoir compléter, faire des rapports et tout ça. Donc cette connectivité-là est importante. Donc, pour conclure là-dessus, tous les fournisseurs cloud ben, offrent leur boîte spécifique. Ça veut dire que c'est un peu pour certains, ça veut dire qu'il y a une approche un peu hybride où il y a une partie du traitement qui est fait en local parce que pour diverses raisons, réseau, rapidité, pas sécurité peut-être, je sais pas. Et ensuite, tu peux avoir une partie du traitement qui est déportée sur le cloud et qui sera exécutée ensuite. Donc t'es pas obligé de faire du tout edge ou de faire du tout cloud. Tu peux aussi avoir un peu une approche hybride. Oui, et si on se rappelle de l'avantage du edge, c'est justement de réduire cette latence-là et ou ne pas être dépendant de cette connectivité-là. Donc, dans un monde idéal où ce que la rapidité serait toujours là, que la connectivité serait partout, je pense qu'on continuerait avec un mode cloud, tu vois, parce que c'est quand même le mode qui nous offre le plus de services possibles. Par contre, il y a des exceptions. Il y a des endroits où on ne peut pas profiter de ces trucs-là. Donc, on déporte du côté l'équipement Edge pour faire ce traitement-là. Mais par contre, la majorité des situations va nous amener à rapatrier l'information vers le cloud pour pouvoir faire d'autres traitements. Donc, c'est pour la simplicité, pour la rapidité, éviter des problèmes de latence et de connectivité principalement qu'on va déporter vers la source de l'information. Donc, on a parlé en gros des avantages. Par contre, bien entendu, il y a des inconvénients. C'est pas toujours beau. On peut imaginer, on a parlé, il y a des équipements spécifiques. Donc la gestion de ces équipements-là. Donc, il y a aussi la notion de sécurité. Aujourd'hui, je pense que la sécurité fait partie intégrante de tout ce qu'on fait. Donc, on doit gérer ces équipements-là, on doit s'assurer que sont sécuritaires. Donc, on multiplie le nombre d'équipements. Donc, tout ça, c'est à considérer. On augmente la quantité d'équipements qu'on doit gérer. Donc, ça a aussi un coût de main-d'œuvre, de maintenance et tout ça. Donc oui, il y a des avantages, mais il y a quand même des inconvénients qui sont liés à l'utilisation d'équipements Edge. On parlait de sécurité comme étant peut-être un désavantage parce qu'on doit s'assurer de sécuriser ces équipements-là. Par contre, il y a certains cas où ce que le Edge amène un autre niveau de sécurité parce que on va imaginer que, je sais pas, moi, tu parlais de santé, OK? Souvent, les données de santé, c'est des données qui sont hyper sensibles. On veut le plus possible conserver les données à l'endroit où elles sont traitées. Donc, le edge computing, oui, peut être un inconvénient au niveau de sécurité parce qu'on veut protéger les équipements, mais dans le cas de santé, où ce que tu veux que les données restent le plus près du patient et que ça sorte pas, tu vois. Donc là, c'est considéré comme un avantage. Donc il y a des situations comme ça où euh, le edge permet de sécuriser les données pour ne pas qu'elles se soient rapatriées sur le cloud et tout ça. Donc, je pense que c'est un point qui... Est-ce que Louis, tu as peut-être d'autres cas d'usage qui t'est venu en tête en discutant de situations que tu avais peut-être pas imaginé que oui, ça peut être du edge, qui te vient en tête, soit à la maison, tu parlais de la voiture autonome. Tu vois, chez nous, à la maison, on a un nouveau tram qui est complètement automatisé. Donc, le tram, tu vois, donc c'est plein de situations que je suis persuadé qu'à partir d'aujourd'hui, on va remarquer des trucs et tu te dis, ah oui, ça c'est un équipement Edge, euh, le traitement de la donnée à la source avec l'IA. Ah oui, j'imagine que tu dois en avoir. J'en ai pas comme ça. J'ai pas énormément d'appareils connectés finalement chez moi. Même pour, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup. Mais oui, je regardais sur tu sais, les robots aspirateurs. J'imagine que ces équipements-là, par exemple, sont des équipements où effectivement, bah, il y a de la détection, il y a du capteur et t'as pas envie d'attendre que l'analyse ait été faite. Si t'as pas internet, tu veux que ça soit quand même lavé chez toi. Donc oui, je pense que effectivement, je vais remarquer un peu plus ce genre de choses. On a parlé beaucoup du Edge, mais d'un point de vue infra. Donc, par contre, toi étant un curieux du côté de développement applicatif et qui aime voir aussi le volet dans un contexte applicatif, j'imagine fort bien qu'il y a des situations comme ça qui utilisent le concept du cloud dans un contexte applicatif, développement
applicatif et j'aimerais t'entendre là-dessus. Et effectivement, j'ai travaillé sur une présentation qui n'a malheureusement pas été acceptée dans certaines conférences, mais j'ai encore de l'espoir. Et en fait, c'était l'idée de d'utiliser tout ce qui était IA directement en fait sur les navigateurs. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire ça, mais il y a Chrome qui a développé toute une interface d'IA locale en fait qui est encapsulée dans le navigateur Chrome, et donc on peut appeler en local et on peut faire de la génération de texte, de l'analyse de sentiments, ce type de choses, sans finalement appeler un service externe classique comme on le ferait avec n'importe quel LLM. Il y a plusieurs avantages à ça, hein. Sécurité, parce que on n'envoie pas de données, donc tu peux garder des données sensibles, c'est traité sur l'appareil de la personne, donc il y a pas d'échange de données, donc peu importe ce qu'il tape, voilà. Moi j'avais fait des petits cas d'usage où par exemple on fait une analyse de sentiments sur un commentaire, par exemple sur un forum. C'est quelque chose qui se fait assez facilement et qui finalement peut permettre à quelqu'un de revoir un petit peu son commentaire si jamais on le juge un petit peu trop agressif, ou tu vois, faire un petit warning en disant peut-être que vous pourriez reformuler votre demande. Il y a d'autres cas d'usage et tu peux même faire de la détection d'images par exemple. Alors pas avec celui de Chrome, mais il y a un autre système, donc avec les modèles Onyx, et ces modèles-là, en fait, tu es capable de les charger avec certaines librairies JavaScript. En fait, on est capable de les charger directement dans le navigateur et donc d'exécuter ces modèles directement sur l'appareil. Et là, on peut faire, par exemple, de la détection d'images. On avait un cas d'usage où, pareil, tu fais une requête auprès d'un service pour dire, je sais pas, moi, il y a eu un graffiti sur mon mur, et tu prends une photo. Et effectivement, par rapport à ce commentaire et par rapport à l'image qui est uploadée, on peut dire, vous avez pas envoyé la bonne photo ou pas, parce que je me suis trompé en uploadant la photo. Et ça évite de faire une requête pour rien. Ça évite de revenir en arrière avec un agent qui va dire, non, c'est pas la bonne photo, c'est la photo de votre chien. Enfin, tu vois, voilà. Donc c'est intéressant, et donc il y a plusieurs librairies, TensorFlow, il y a Onyx Runtime, il y a Transformer.js, il y a plusieurs librairies qui permettent de faire ça, et où en fait on se rend compte que pour des cas d'usage, je dirais plus petit, on n'a pas forcément besoin du gros LLM qui tourne sur un serveur cloud, qui consomme énormément de ressources. On peut très bien le faire en local pour une question d'usage ou pour une question de sécurité et de rapidité pour éviter les latences. Encore une fois, c'était un cas d'usage qui est assez intéressant. Et il y en a un deuxième. Nous, on utilise bien sûr la base de données Oracle, et la 23 AI permet de charger ces modèles Onyx directement dans la base. Et donc on peut charger ces modèles et les utiliser directement dans la base de données. C'est le cas par exemple quand on fait de l'embedding, c'est qu'on veut transformer ces données en vecteurs. C'est un modèle Onyx qui tourne directement sur la base et donc au plus près des données. Donc là, je pense que pour tous les utilisateurs qui utilisent des bases de données Oracle, on se dit que effectivement on va traiter cette donnée et faire du edge computing finalement, parce que cette donnée elle est traitée directement au niveau de la base de données. Je pense que la situation, tu vois, que ça soit pour des raisons infrastructure ou des raisons applicatives, c'est exactement les mêmes avantages. Hein. Faire le traitement le plus près de la donnée possible, qui permet d'avoir une prise de décision rapide, faire des retours rapides. Je pense que le cas de l'image de ton chien, que ton enfant a fait un graffiti dessus, j'imagine, ça pourrait peut-être arriver, Louis, hein, tu sais pas. Mais tu vois, donc ça permet d'avoir une expérience client encore mieux, tu vois, plutôt que j'imagine, tu vois, tu mets un commentaire, tu mets une photo qui est pas la bonne, c'est envoyé, traité, ça revient, ça prend quelques secondes. Aujourd'hui, on aime lorsqu'on a une rapidité de traitement, de réponse et tout ça. Donc, très intéressant de voir que ce concept-là de Edge ne s'applique pas que sur des équipements d'infra, mais qui s'applique aussi sur de l'applicatif. Ça fait énormément de sens et j'ai l'impression qu'on va en voir de plus en plus. Tu parlais du concept Edge, mais de la BD Oracle, clairement, tu sais, puis j'avais pas pensé, mais oui, le concept Edge, c'est quoi? C'est de traiter le plus près de la donnée. Donc, il n'y a rien de plus près qu'à l'intérieur de la BD Oracle. Donc, avec 23 AI permet avec les modèles Onyx. Tu parlais de Chrome, mais il y a pas. Est-ce qu'il y a d'autres navigateurs browsers qui sont lancés un peu là-dessus ou on va en voir arriver bientôt, j'imagine? J'imagine que on va en voir d'autres. Pour l'instant, c'est une initiative Chrome qui est pas disponible dans tous les navigateurs, hein, donc on peut utiliser ça que sur Chrome Canary. Donc c'est une version de Chrome qui est disponible pour les développeurs pour tester les nouvelles fonctionnalités en avance.
c'était en bêta programme pendant un certain temps. Je crois que ça a été ouvert actuellement à tous les utilisateurs. Mais oui, je pense que en fait, c'est intéressant parce que quand on fait des applications web, on s'appuie sur toutes ces technologies et donc les navigateurs implémentent ces technologies. Donc il y a des nouvelles choses qui sortent régulièrement. C'est pour ça que c'est important de se tenir un peu au courant de ce qui se passe, de toutes les nouvelles spécifications pour les langages du web. Mais la partie IA, finalement, elle est là. Je sais pas si, bon, t'as pas dû développer sur des applications web ces derniers temps, mais quand tu ouvres maintenant ta console, par exemple, JavaScript, ta console sur les outils d'inspection web, quand t'as des erreurs, t'as une petite ampoule qui s'affiche où tu peux cliquer dessus et en fait, Chrome a intégré une aide au débugage qui va analyser en fait le message d'erreur et qui va te donner une réponse fournie par un LLM qui te permet de comprendre un petit peu plus quelle est cette erreur, pourquoi j'ai ça, et pourquoi pas te donner un élément de réponse, ou en tout cas de solution. Donc oui, je pense que ça va arriver, et ils vont probablement tous arriver avec des solutions pour ces problématiques-là. Mais oui, je pense que ça fait du sens d'essayer de traiter, d'utiliser ces IA un petit peu plus localement parce que encore une fois on n'a pas forcément besoin du modèle le plus puissant pour des usages assez basiques. Finalement, quand tu veux juste générer un commentaire, tu peux le faire directement dans ton browser. Je pense que c'est pas mal. Je vais te lancer là-dessus, puis tu me dis si tu veux aller plus loin, mais les modèles Onyx, personnellement, je connais pas. Oui, je sais qu'on peut les utiliser. Tu vas te parler de l'utiliser dans un navigateur. On peut les transférer dans une BD Oracle. Mais qu'est-ce qu'un modèle Onyx et d'où provient les modèles Onyx et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Et si peut-être tu veux te lancer aussi sur qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir basé sur ces modèles-là. C'est une très bonne question. Je suis pas un spécialiste des modèles Onyx, mais de ce que j'ai compris quand j'ai préparé donc cette présentation, qui était plus axée sur l'utilisation et pas vraiment sur l'historique ou exactement ce que c'est, mais globalement de ce que j'en ai compris, c'est que c'est on va dire une standardisation qui permet de porter un modèle sur différentes plateformes et donc chacun implémente la solution pour faire tourner ces modèles. Où est-ce qu'on les trouve? Il y a plusieurs endroits, mais la plupart c'est des modèles open source que tu peux récupérer, par exemple sur Hugging Face ou ce type de plateforme où tu as plusieurs modèles différents. Donc c'est pour ça que tu es capable de le faire tourner par exemple sur un moteur de base de données comme Oracle 23 AI, ou tu es capable de le faire tourner sur un navigateur parce que on a implémenté la façon de faire se tourner ça, ou la librairie qui interprète ça et qui permet de le faire tourner. Donc voilà globalement ce que c'est. On risque de le voir de plus en plus parce que c'est un format qui semble faire consensus au sein de la communauté et donc qui a probablement de l'avenir. Maintenant, l'avenir effectivement nous dira si c'est celui-ci qui reste ou un autre arrive et prend sa place. Le premier format, parce que on parle plutôt d'un format, donc c'est un format qui permet d'être déployé aujourd'hui sur différents équipements qui peut être autant, j'imagine, un appareil, qui peut être autant un navigateur, qui peut être autant une BD Oracle, donc équipement en sens large. Mais oui, comme tu l'as dit, j'imagine qu'on va voir d'autres formats aussi dans l'avenir qui va permettre de pouvoir déployer ça sur différents devices, comme on dit chez nous. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est un truc, je pense que, je suis persuadé ou je sais que c'est utilisé beaucoup. On s'en rendait pas compte nécessairement. On a vu un peu les avantages, les inconvénients. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que je pense qu'on est loin de savoir jusqu'où ça peut aller. Surtout l'IA, le Edge, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. J'ai hâte de voir d'autres cas d'usage bientôt qu'on va voir et qu'on va dire à ça. D'après moi, Edge, c'est embarqué. L'IA, c'est embarqué. Et je pense qu'on n'a pas vu la fin de toute cette histoire-là. Ouais, je pense que tu as raison. Et puis, il y a fort à parier qu'on le voit de plus en plus sur les projets. On le voit actuellement. Hein, c'est des demandes, je dirais, quotidiennes d'utilisation de l'IA, d'utilisation de la Gen AI sur des projets. Mais je pense qu'on va voir de plus en plus aussi l'utilisation finalement de ces modèles locaux pour diverses raisons. Écoute, moi je trouve que j'ai appris pas mal de choses sur ça parce que c'est pas un concept que je connaissais beaucoup quand on a discuté de cet épisode. Donc je suis ravi d'avoir appris pas mal de choses. J'espère que
que vous avez aussi appris un certain nombre de choses, vous qui nous écoutez. Encore une fois, on vous remercie de nous écouter. On vous invite à nous suivre, à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Luc. Merci Louis.